Et salut tout le monde, c'est Martin de S2B et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Eh bien pour l'histoire de l'informatique, partie 2. Et oui, vous vous en doutez, on n'avait pas tout abordé la dernière fois. Il reste beaucoup de choses à dire. On va s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement à la partie la plus contemporaine, c'est-à-dire celle qui marque le début de l'informatique moderne. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui se cache derrière tout ça? Comment est-ce qu'on est arrivé à une telle avancée technologique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant toute chose, on va se remettre dans le bain tranquillement. Il n'y a rien de tel qu'un petit rappel, non? Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, mais on avait évoqué les origines de l'informatique et tous les événements qui ont amené à sa création. On a notamment évoqué la définition du terme proposée par l'Académie française en 1966 qui qualifie l'informatique de science du traitement rationnel et automatique de l'information. On a vu aussi que l'informatique, c'était pas arrivé là par hasard. C'était le... Je reviens. Je vais réguler le trafic. A few moments later. Bonne chose de faite. Tiens là. Je disais donc qu'on avait évoqué le fait que l'informatique n'était pas arrivée là par hasard. C'est le fruit en fait de plusieurs découvertes dans des domaines scientifiques et techniques qui ont mené à sa création. Et forcément, il y a des hommes et des femmes derrière. Mais tout ça ne s'est pas fait en 2 semaines. Hein. On parle là d'évolution opérée par l'homme avec un grand H tout au long de l'histoire. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder l'histoire de l'informatique, partie 1. Maintenant qu'on s'est rafraîchi la mémoire, on va pouvoir continuer notre voyage dans le temps. On va pas s'arrêter sur tous les événements qui se sont produits, évidemment, on va simplement parler des éléments notables qui ont ponctué l'histoire de l'informatique moderne. En gros, on va parler des pionniers. Et on va venir se placer directement en 1936, date à laquelle Alan Turing, mathématicien et cryptologue britannique, va imaginer un modèle abstrait qui va permettre de décrire le fonctionnement des appareils mécaniques de calcul. En somme, décrire le fonctionnement d'un ordinateur. Alors là, on va la faire très simple. Hein. En gros, le concept qui est né avant l'invention du premier ordinateur est de représenter une personne virtuelle qui va effectuer une procédure bien définie sur un ruban divisé en cases consécutives et qui est de longueur infinie. Dans chacune de ces cases, on trouverait un symbole qui appartiendrait à un alphabet prédéfini. Et pour utiliser tout ça, on trouverait une tête de lecture, alors qui pourrait lire et écrire dans chacune des cases et qui pourrait se déplacer de manière infinie vers la gauche ou vers la droite. Lors de l'exécution de cette procédure, à chaque fois qu'il y a une opération, il y aurait une sorte de registre qui sauvegarderait l'état de la machine. Enfin, une table d'action indiquerait à la machine quelles sont les opérations qu'il est possible d'effectuer, quel symbole doit être écrit, dans quel sens la tête de lecture doit être déplacée, etc., etc. En réalité, grâce à tout ça, Alan Turing va réussir à déterminer ce qui sépare la machine à calculer de l'ordinateur, c'est-à-dire sa capacité à effectuer des calculs en suivant une suite d'opérations qui respectent des conditions bien précises. C'est ce qu'on appelle un algorithme. Oh le bad! Pas de panique. Un algorithme, c'est comme une recette de cuisine en réalité. On va devoir suivre une succession d'étapes qui vont devoir remplir des conditions bien précises. Si on prend par exemple la recette du gâteau au chocolat, dans un premier temps, il va falloir faire préchauffer le four et faire fondre le chocolat et le beurre dans une casserole. Dans un deuxième temps, il va falloir mélanger la farine, les œufs et le sucre. Et dans un troisième temps, on va incorporer les 2 mélanges. Et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir déguster le produit final. Eh bien, un algorithme, c'est pareil. C'est une succession de calculs qui vont devoir remplir des conditions bien précises et qui vont amener à un résultat. Là, forcément, avec la recette de cuisine, ça nous paraît super simple. Mais il faut imaginer que fondamentalement, au niveau informatique, on n'a pas cet équivalent à l'époque. Et concrètement, ça sort de la tête de Turing. D'ailleurs, Turing va s'illustrer pendant la Seconde Guerre mondiale pour d'autres faits. Mais ça, je vous en dis pas plus, ce sera pour une prochaine vidéo. La même année, l'architecture de von Neumann, élaborée par le mathématicien John von Neumann, établit la description d'un ordinateur dont le programme s'exécuterait depuis sa mémoire. En 1936, von Neumann conceptualise littéralement
le stockage d'un programme dans un ordinateur. En 1937, John Vincent Atanasoff, professeur de mathématiques et de physique à l'Iowa State College, et Clifford Berry, étudiant diplômé du même établissement, entament tous les deux la création du premier ordinateur, qu'ils vont nommer ABC, c'est-à-dire Atanasoff-Berry Computer. Habile. Cette machine expérimentale sera finalisée et testée avec succès en 1942, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Et cette invention, elle présente plusieurs points extrêmement novateurs pour l'époque. Par exemple, elle utilise le système binaire pour représenter les chiffres et les données. Vous savez, les 0 et les 1 dont Flo vous a parlé. Et ben voilà, ça. C'est aussi la première machine à n'utiliser que des composants électroniques. Il n'y a pas de système mécanique, ce qui est une réelle avancée pour l'époque. Cette machine est conçue également de manière à séparer l'unité de calcul et la mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, les données qui vont être utilisées pour les calculs sont stockées à un endroit et on peut les préserver. Malheureusement pour elle, cette machine ne va pas se révéler d'une grande utilité. Elle est très coûteuse en énergie, elle chauffe énormément et surtout, elle est non programmable. En revanche, elle va constituer une étape extrêmement importante pour le futur des ordinateurs. On fait un bond dans le temps pour venir se placer en septembre 1945, date à laquelle Presper Eckert et John William Mauchly achèvent la construction de l'ENIAC, l'Electronic Numerical Integrator and Computer. C'est quoi ça ? Eh bien, c'est un énorme calculateur, commandé par l'armée américaine en 1943, dont le but est de faire des calculs balistiques, c'est-à-dire calculer la trajectoire d'un missile. Petite info, il a été longtemps considéré comme le premier ordinateur à avoir été construit. Alors, pas de panique, hein, le nord est sauf pour ABC, ça a été rectifié. Mais on est surtout obligé de s'arrêter sur cette machine pour énoncer quelques chiffres qui la concernent. Son poids, la petite bagatelle de 30 tonnes, soit l'équivalent de 21 Renault Kangoo. Sa surface, 167 mètres carrés, ou 2 terrains de badminton. 20 calculateurs et 100 000 additions par seconde. Non, vous avez bien lu, hein, pas de souci. C'est bien les dimensions de l'ENIAC. Un peu gros pour le caler chez soi, hein. Dans les années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale, on assiste à l'arrivée de nouveaux matériels qui vont changer le monde de l'informatique. C'est l'invention du transistor et du circuit intégré. Pour commencer, qu'est-ce qu'un transistor ? Eh bien, c'est un composant électronique inventé par 3 chercheurs américains, John Bardeen, William Shockley et Walter Brattain. En gros, c'est une sorte d'interrupteur électronique, donc sans partie mécanique, qui permet de contrôler un courant électrique. Les premières applications de ce nouveau composant électronique vont se faire pour le domaine de la radio en 1954. À partir de là, son utilisation va devenir croissante dans les domaines scientifiques et industriels, jusqu'à être intégrée directement dans les ordinateurs. Petite anecdote concernant le transistor, il faut savoir que l'armée allemande, durant la Seconde Guerre mondiale, a effectué des recherches à peu près équivalentes. Alors là, pour le coup, c'était plutôt pour augmenter les capacités de leur radar. Fort heureusement, au vu de l'effort de guerre que ça demandait, et surtout au vu de l'urgence de la guerre, eh bien, les recherches ont été tout simplement stoppées. Ça n'est qu'en 1947 que la découverte a réellement été faite. On va faire un nouveau bond dans le temps et arriver directement à l'année 1958. Qu'est-ce qu'il s'est passé cette année-là ? Eh bien, tout simplement, l'invention du circuit intégré ou puce électronique. Et je vous le donne en mille, c'est encore 2 Américains qui en sont à l'origine, Robert Noyce et Jack Kilby. Et là, il y a un tout petit pépin. Ouais, jusqu'à maintenant, on a pu voir que les découvertes étaient effectuées par une équipe de chercheurs, une équipe de scientifiques. Là, en fait, c'est 2 personnes qui travaillaient pour 2 sociétés différentes qui ont fait la même découverte. Et comment on a fait cette découverte ? Eh bien, tout simplement en reliant 2 transistors entre eux, en les câblant à la main, tout bêtement. C'est alors qu'on s'est aperçu justement qu'on pouvait condenser dans un très petit volume une énorme quantité de fonctions électroniques, ce qui a eu pour répercussion forcément de réduire la taille des matériels électroniques de manière considérable. Pour la petite histoire, le développement de l'industrie du circuit intégré n'a pas explosé comme ça en 2 secondes. C'est encore une fois grâce à un projet de missile balistique, le Minuteman II, lancé en 1962 par le Strategic Air Command américain, que l'utilisation de ce nouveau composant va prendre réellement de l'ampleur. Et enfin, pour terminer, on va faire un dernier bond dans le temps et arriver directement à l'année 1969. Après ça, promis, je vous laisse tranquille avec les voyages spatio-temporels. Cette année est particulière puisqu'elle marque en fait la création d'ARPANET. Et oui,
Vous vous en doutez certainement, c'est encore un acronyme. Et c'est celui de Advanced Research Project Agency Network. Vous avez peut-être remarqué un petit quelque chose, non? Si ça ne vous a toujours pas mis la puce à l'oreille, eh bien sachez qu'ARPANET, c'est l'ancêtre d'Internet. Le projet, développé par l'Agence de recherche technologique du département de la défense des États-Unis d'Amérique, ou DARPA, c'est plus court, consiste en fait à relier plusieurs universités partenaires au sein d'un même réseau pour qu'elles puissent s'échanger des fichiers. Ce réseau, il a la particularité d'être décentralisé. Et c'est le 29 octobre 1969 que les universités de Californie basées à Los Angeles et Santa Barbara, l'université de l'Utah et l'Institut de recherche de Stanford étaient capables de communiquer entre elles. On est un peu loin de pouvoir se faire un Skype ou de jouer à Counter-Strike en réseau, mais par contre, il faut quand même reconnaître que la prouesse technologique est énorme pour l'époque. Et la volonté d'ARPANET, c'est aussi de pouvoir créer un réseau qui, peu importe l'endroit où on le coupe, le transfert de fichiers peut s'effectuer par un autre chemin. L'idée suggérée derrière ce projet, eh bien, c'est tout simplement la création d'un réseau de transfert de données indestructible. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein milieu de la guerre froide et que la menace nucléaire émanant de la Russie et des pays communistes est bel et bien présente. Et voilà, on en a fini avec cette deuxième partie de l'histoire de l'informatique. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris pas mal de choses. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et éventuellement un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes déjà abonné, vous connaissez la marche à suivre. On est présent aussi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram. En tout cas, pour ma part, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!